vois leur fan club ici, qui donc vont nous parler pourquoi et à qui leur établissement en santé mentale. Ils sont donc du CHU de Montpellier. Voilà, vous avez la parole. Hop. Bonjour, donc moi c'est Philippine Rodier, j'exerce comme chargée de mission au centre support en réhabilitation psychosociale et donc la personne qui m'accompagne c'est Alexandre de Connor, mon responsable, qui est également docteur en psychologie. Moi j'interviens ici comme personne concernée, j'ai été concernée et mon parcours de soins a commencé en 2013-2014. Et ensuite, j'ai exercé comme père aidante pendant quelques années. Donc, je viens vous parler du rétablissement. Alors, bien entendu que c'est possible. On voulait commencer par un historique. Donc, c'est hiéroglyphe, ça veut dire bien historique. C'est l'histoire un peu et vraiment de manière très courte. On n'a pas voulu faire quelque chose d'exhaustif parce que c'est vraiment pas ça l'objet du propos. Mais en tout cas, on avait à cœur de vous parler de ces mouvements aux États-Unis. Donc, dans les années 1970, il y a eu le mouvement des survivants de la psychiatrie, avec notamment Judy Chamberlain, que vous connaissez peut-être. Et donc, ce mouvement, c'était vraiment pour lutter contre les hospitalisations sous contrainte, les internements abusifs. Et donc, l'objectif, c'était vraiment de défendre les droits des usagers, de toutes les personnes concernées. Et ce que j'aimerais mettre en valeur, c'est que sur ces deux mouvements, donc le Recovery Model et celui-ci, c'est que c'est vraiment les témoignages des personnes concernées. Alors en 1990, on a un peu des figures comme Patricia Digan, Marie-Hélène Copland, qui sont également professionnelles de santé. Mais ce qui est important, c'est de se dire que ces mouvements viennent des personnes concernées et que c'est pas récent non plus. Et qu'il y a tout un historique derrière. Donc, j'ai mis une définition du rétablissement, celle de William Anthony, que vous connaissez peut-être. Il y a également celle de Patricia Digan. Mais en tout cas, William Anthony met bien l'accent sur le fait que le rétablissement est une démarche personnelle, unique, et que c'est vraiment la façon de vivre une vie satisfaisante, utile, et que l'espoir est permis et qu'il est au centre du rétablissement. Donc c'est vraiment le fait de pouvoir donner un nouveau sens à sa vie malgré les limites des troubles de la santé mentale. Ce que je voulais mettre en avant, c'était que, effectivement, je me retrouve très bien dans cette définition du rétablissement, que moi, dans mon quotidien, j'utilise le mot rétablissement, que je le mets bien un peu en opposition avec le terme guérison qu'on peut retrouver parfois. Parce que moi, en tout cas, j'ai été concernée et un peu l'entrée dans mon parcours de soins, ça a été les troubles des conduites alimentaires, notamment l'anorexie. Et c'est vrai que c'est un milieu, en tout cas sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de guérison, etc. Et moi, parler de rétablissement, ça a été vraiment un moyen d'émancipation. Vraiment de me dire aussi d'être plus tolérante avec moi-même, comme Philippa Motte le disait lors de l'extrait. C'était vraiment de pouvoir ouvrir mes perspectives et de me dire que malgré la présence de symptômes, je pouvais aller mieux, je pouvais retrouver une vie qui a du sens. Et donc la pérédance, pour moi, a été un moyen, mais en tout cas pas une finalité de mon rétablissement. Mon rétablissement, ça a été vraiment aussi un parcours où j'ai essayé de comprendre, en termes, moi, de mon expérience, qu'est-ce qui m'avait mené là, mais pas que.
c'était vraiment de comprendre comment mes symptômes s'exprimaient chez moi, mes limitations au quotidien et qu'est-ce que moi, je pouvais faire pour aller mieux. Parce qu'en fait, ce n'est pas non plus une recette de cuisine où je vous dis, oui, vous mettez quelques ingrédients, vous mélangez le tout et vous avez un rétablissement. Non. Chacun a des moyens d'aller mieux. Et les choses que j'ai pu mettre en place dans ma vie ne sont pas celles qui peuvent aider tout le monde. Et ce que je voulais dire aussi, c'était que moi, en tout cas, le rétablissement, c'est vraiment une façon, en tout cas, c'est pas non plus le monde des bisounours. Aujourd'hui, j'estime que je suis rétablie, mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai les clés pour affronter d'autres situations problématiques. Et c'est vraiment ça qui est important. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai les compétences, les capacités, les qualités pour affronter d'autres situations parce que je sais que la vie, c'est aussi ça. C'est des moments parfois compliqués, mais qu'aujourd'hui, j'ai appris, compris qu'est-ce qui pouvait m'aider pour affronter les épreuves. Ce que je voulais dire sur le rétablissement, c'était qu'il concerne vraiment toutes les personnes concernées par un trouble psychique, et c'est important de ne pas faire de distinction. Tout le monde a vraiment le droit au rétablissement, et c'est même, selon moi, un devoir qu'a la société de fournir des soins qui peuvent favoriser le rétablissement, et c'est même nous, en tant que professionnels du soin, de l'accompagnement, en tant que tous les acteurs de ce système, de promouvoir des soins qui favorisent ce rétablissement, parce que c'est toujours possible, et le rétablissement n'est pas réservé à une élite de patients. Je sais que moi, par exemple, j'ai pu avoir des facteurs facilitateurs. C'est vrai que je viens d'un milieu, en tout cas de catégories socio-professionnelles élevées. J'ai quand même pu réussir mes études de pharmacie, malgré les limitations. Mais ce n'est pas pour autant que le parcours a été simple. J'ai pu bénéficier d'aménagements, que ce soit de l'université, etc., et que je remercierai toujours. Mais en tout cas, c'est de se dire que le parcours peut être sinueux, quel que soit d'où on vient, ce que l'on est. Et c'est aussi pour ça que j'ai à cœur de parler de rétablissement, c'est de me dire que même moi, si j'ai pu bénéficier de certains facteurs facilitateurs, j'ai à cœur de pouvoir les transmettre à d'autres. Il y a un point aussi qui me semblait important, c'était vraiment de ne pas imposer sa vision du bon soin. Je sais que moi, dans mon parcours, par exemple, ça a pu arriver. C'est de se dire qu'en tant que professionnel, vous pouvez accompagner les personnes, quelles que soient leurs envies, quels que soient leurs projets. Et je sais que même moi, même si j'ai eu la chance que mes proches, mon entourage familial aient vu la personne que j'étais, qui j'étais au-delà des symptômes, je sais que parfois on a pu me mettre... Le seul mot qui me vient là, c'est un peu des bâtons dans les roues, mais en tout cas qu'on a temporisé mes projets de vie et que ça a été très compliqué. Je pense que ça parlera à beaucoup de personnes concernées, mais je sais que concernant tout ce qui est traitement médicamenteux, changement de molécules, arrêt de molécules, c'est parfois très peu entendu de la part des professionnels, et je pense que c'est important. Et c'est quelque chose que je tiens à dire, c'est qu'en tant que professionnel, c'est vraiment d'accompagner ce changement-là, et quel que soit le type de demande, de vraiment les entendre. Donc, favoriser le rétablissement, comment? Alors, ça prend différentes manières. Je parle de la paire-aidance parce que ça a été une partie de ma vie professionnelle, mais il y a plein de manières de s'impliquer dans le système de santé. On a parlé de la recherche, on a parlé de l'histoire, mais en tout cas, c'est de laisser la personne
s'impliquer comme elles souhaitent. Et en fait, l'implication, ça commence déjà par son propre parcours de santé. Je sais que quelque chose qui a été important pour moi dans mon parcours, c'était vraiment de me dire que avant d'aider les autres, je devais d'abord m'aider moi-même. Et ça a vraiment été quelque chose de difficile à mettre en place, mais en tout cas de vraiment important pour moi. C'était de me mettre avant les autres et de me dire que en ayant les clés pour aller mieux, je pourrais mieux aider les gens que je rencontrerai. Et en tout cas, je pense que c'est important, d'autant plus, on parle de père aidance, d'autant plus, ce n'est pas la seule façon de s'impliquer dans le système de santé. Et il n'y a pas non plus de bons pères aidants, de mauvais pères aidants. Il n'y a pas que la père aidance salariée, il y a également la bénévole. Il y a plein de façons de s'impliquer et c'est un point qui me tient à cœur. Donc, au niveau des changements, il y a différentes strates de changement. Le premier, c'est d'abord au niveau sociétal. Et je pense un point important, c'est, je l'ai déjà dit, mais garantir, en tout cas, favoriser l'accès à des soins qui favorisent le rétablissement, faciliter l'accès aux soins, que l'on fait de plus en plus, mais qui n'est pas assez suffisant. Il y a également tout ce qui est lutte contre la stigmatisation, lutte contre la précarité. Et il y a également d'autres changements, déjà au niveau organisationnel, parce que c'est bien de parler de participation, des différentes façons de s'impliquer, mais en tout cas, c'est aux organisations de changer leur structure et de permettre vraiment des espaces d'implication réels, effectifs, et pas seulement un décorum ou un vernis qu'on pourrait mettre pour avoir des financements ou pour des projets. C'est de vraiment créer une place effective pour les personnes. Et après, c'est bien sûr un changement au niveau des professionnels du soin et de l'accompagnement. Donc ça passe par un changement de posture, ça passe par l'implication, l'intégration des usagers au sein des formations, mais je pense qu'Alexandre en parlera beaucoup mieux que moi. Merci. Alors, je regarde déjà comment ça marche, le petit bouton. OK. Bonjour à tous. Donc, merci à Santé Mentale France de nous avoir permis, avec Philippine, de nous avoir donné l'opportunité de finalement pouvoir vous parler de rétablissement ici à Montpellier. Je remercie Philippine aussi, et j'ai une petite pensée, puisqu'à la base, cette intervention, je devais le faire avec Alice Lafitte, qui est médiatrice de Santé Père, qui n'a pas finalement pu être là. Et c'est Philippine qui a dû la remplacer un peu au pied levé. Et du coup, c'est pas facile de venir faire une plénière un petit peu quand on est prévenu un peu tardivement. Donc merci beaucoup Philippine d'avoir pu le faire. Alors pourquoi et à qui le rétablissement? J'ai un peu changé mon titre. Et si on arrêtait de se demander pourquoi? Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler en tant que soignant, en tant que psychologue, en tant que responsable d'unité de psychiatrie adulte qui essaye au mieux chaque jour d'appliquer, d'utiliser les principes du rétablissement personnel pour guider finalement notre pratique. Et je vais vous parler aussi en tant que militant pour une psychiatrie plus humaine, plus moderne. Petite chose, des fois je dirais soignant. Alors quand je mets soignant, c'est par réflexe en psychiatrie, mais c'est pour parler de l'ensemble des professionnels impliqués dans l'accompagnement des personnes concernées par des troubles psychiques, donc ça, les travailleurs sociaux également. Alors peut-être aussi que ma présentation, alors normalement là c'était, on a un petit problème avec les titres, mais c'était le rétablissement comme boussole. Peut-être que ma présentation à des moments, j'espère qu'elle fera grincer quelques dents, ça veut dire que ça fera réfléchir et ça obligera à se poser des questions et ce sera chouette. Donc voilà, puis avec Philippine, on est là pendant les 2 jours si jamais vous avez des questions. Alors, en tant que soignant, moi je ne vis pas le rétablissement, je ne sais pas ce que c'est en fait de vivre avec un trouble psychique chaque jour.
Et donc, je ne prétendrai pas parler à la place des personnes qui sont concernées. En tant que soignant, par contre, j'ai dû faire quelque chose, c'était un deuil de croire que je peux offrir un programme de rétablissement, que les gens ils vont venir me voir, et puis avec toute mon expertise et mes compétences que je vais leur donner, que je vais leur offrir, eh ben, ils vont aller mieux. Ça, c'est un mythe, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, et pourtant, quand on arrive au début, c'est ce dont on rêve quand on fait des études, que ce soit de psychologue, j'imagine de médecin, d'infirmier, de travailleur social, d'éducateur, on a très envie d'aider les gens et d'avoir ce pouvoir d'aider les gens. Et clairement, si je l'avais, si je pouvais claquer des doigts et que ça aide les gens à aller mieux, bien sûr que je le ferais. Bon, ça, moi ce que j'ai découvert, c'est que finalement, j'ai pas grand-chose à offrir, hormis quelque chose. Accompagner les gens sur leur chemin, ça je peux les accompagner et faire un bout de chemin avec eux, s'ils le souhaitent. Alors finalement, la métaphore, elle n'est pas très originale, mais c'est celle que j'utilise avec la plupart des personnes que je reçois. C'est pouvoir leur dire, bah, en fait, on va être ensemble sur une barque. Vous allez ramer, parce que je ne peux pas ramer à votre place. La seule chose que moi je vais faire, c'est vous aider à garder le cap que vous m'avez défini auparavant. Pas cap que moi je pense qu'il serait bon pour vous de prendre. Ce cap, il va pouvoir changer, d'ailleurs. Et on peut se dire aussi que ce cap, comme dans toute vie humaine, bah, peut-être que ce qui n'est pas important, ce n'est peut-être pas important d'arriver au bout. Le but, c'est peut-être de suivre cette direction, parce que finalement, c'est ça, la vie, on a tous des idées de ce qu'on voudrait, de ce qu'on souhaiterait, et on fait des bouts de chemin en direction d'eux, et c'est ça qui a du sens. On n'arrive pas toujours sur la ligne d'arrivée. Et que quoi qu'il arrive, en tout cas, ma présence, je serai là pour aider les personnes, malgré toutes les perturbations qu'il pourrait y avoir, à ce qu'on puisse suivre ce cap. Alors là, le titre, c'est « Pourquoi le rétablissement ?» Je reviens sur le titre initial. Pourquoi le rétablissement? Alors, j'ai mis « Pourquoi pas ?» C'est pas un « pourquoi pas », non, c'est pourquoi on n'y est pas aujourd'hui. Pourquoi, en fait, on se pose cette question en 2025? Comment ça se fait? Comment on peut justifier aujourd'hui du manque, en fait, de propositions de soins, d'accompagnement visant à favoriser le rétablissement personnel? Certes, il y a pas mal de choses qui en prennent l'étiquette. Je ne crois pas que le rétablissement, ce soit une étiquette, faire du bon rétablissement avec les bons outils, mais j'y reviendrai. Donc c'est cette question-là. Comment ça se fait? Alors pourquoi ce rétablissement? Avant tout, pour moi, c'est une question de droit humain, en fait, tout simplement. C'est une évidence humaine, mais une question de droit à la dignité, de ne plus considérer les personnes concernées par des troubles psychiques comme des citoyens de seconde zone, qui auraient moins de droits que les autres. Si on regarde effectivement l'histoire, il y a eu des belles évolutions, mais on voit que pendant longtemps, on a considéré les personnes qui avaient des troubles psychiques comme des citoyens qui valaient moins que les autres, et du coup qui avaient moins de droits et auxquels on pouvait enlever des droits, d'ailleurs. Le rétablissement, c'est aussi éthiquement une exigence de rompre avec des pratiques qui étaient paternalistes pendant longtemps, qui le sont souvent encore, qui ne sont plus dans l'air du temps. Et le rétablissement, c'est de rendre le pouvoir aux personnes concernées, pouvoir qu'on a pris et qui ne nous appartenait pas. Donc le rétablissement, c'est porter l'espoir qu'un changement est possible, que chaque individu, finalement, a un potentiel de rétablissement, et que si une collaboration d'accompagnement est fondée sur l'espoir, que ce soit du côté du professionnel ou du côté de la personne concernée, ce sera comme ça qu'elle sera la plus constructive pour pouvoir avancer dans la vie et découvrir ce potentiel de rétablissement. Alors peut-être il est encore nécessaire de justifier des formes on me dit pourquoi ce rétablissement, est-ce que c'est vraiment intéressant? Maintenant on est quand même à plusieurs décennies de publications scientifiques sur le sujet. Donc ça m'embête finalement de devoir argumenter là-dessus, mais je vais quand même le rappeler. Ça diminue les rechutes et ça diminue la fréquence des hospitalisations, d'adopter ce modèle, en tout cas les principes du rétablissement. N'oublions pas que chaque rechute d'un trouble psychiatrique est neurotoxique et peut entraîner des traumas. L'hospitalisation peut entraîner des traumas. Donc si on peut éviter ça aux gens, c'est mieux. Donc tant qu'à faire, on ne va pas se priver. De permettre aux personnes de regarder un sentiment de contrôle sur leur propre vie,
ce qui est quand même important, hein, parce que tous, on aime bien avoir un peu de contrôle sur sa propre vie, sentir qu'on la dirige plus, c'est quand même pas très confortable, et regagner de l'espoir. Ça permet du coup, c'est un peu une conséquence de ça aussi, d'avoir une meilleure qualité de vie, et aussi, le titre est apparu, merci, et ça renforce l'autodétermination, donc de pouvoir diriger et faire ses choix de vie. Il y a plein d'autres études qui montrent plein d'autres effets positifs, c'était pour juste en citer quelques-uns. Ah, par contre, je ne peux plus passer les diapos. Ah si. Ah. Alors, le rétablissement, c'est aussi une chose, c'est promouvoir l'autonomie. Alors, promouvoir l'autonomie, ce n'est pas juste y croire, c'est l'encourager activement de sa position professionnelle. Et là, je vais prendre un passage que j'ai trouvé très intéressant dans la dernière version du livre sur l'entretien motivationnel de Miller et Rollnick. Donc, pour ceux qui ne savent pas, voilà, l'entretien motivationnel, c'est une technique de communication qui a une posture qui est très similaire à celle qu'on adopte quand on veut favoriser le rétablissement, enfin, quand on souhaite accompagner quelqu'un dans son rétablissement. Et ils disent quelque chose, ils disent le contraire au soutien à l'autonomie, c'est la domination. Exercer un pouvoir ou un contrôle. Ah ben non, là, ça allait trop loin. Exercer un pouvoir ou un contrôle sur autrui à partir d'une position de supériorité, c'est-à-dire tenter de faire quelque chose à quelqu'un. Ok. Et alors on va me dire, bah, bien sûr, quand on fait du soin, quand on est un professionnel, on ne vise pas la domination, un rapport de domination dans le rapport d'aide. Pourtant, j'ai aucun doute qu'au moment où je vous parle, maintenant, tout de suite, il y a en France des dizaines de personnes qui sont en train d'entendre ces phrases-là. Vous n'êtes pas prêts. Venez d'abord à l'hôpital de jour, on verra pour le travail plus tard. Oh, ça sera trop dur pour vous. C'est peut-être un peu ambitieux. Prenez déjà votre traitement, on verra ensuite. Ces phrases-là, on les entend tout le temps, on les entend, en tout cas les personnes concernées les ont. Je pense que toutes les personnes concernées dans la salle peuvent témoigner de les avoir entendues. Et elles rendent bien. C'est bien, on tente de faire quelque chose à quelqu'un depuis sa position de professionnel. Ça rentre bien dans ce qu'on appelle une relation de domination. Et c'est les choses qu'aujourd'hui, on souhaiterait pouvoir arrêter. Ce serait super, en tout cas. Pourquoi on souhaiterait pouvoir arrêter ? Bon, au-delà que ça paraît logique, légalement, je vais reprendre le droit, on n'a pas le droit de décider de la vie de quelqu'un. En fait, la seule condition dans laquelle on décide de la vie de quelqu'un, c'est la condition d'incarcération. Et vous êtes d'accord qu'accompagner des personnes dans leur rétablissement ne doit pas se baser sur le fonctionnement des conditions d'incarcération. Je vais vous proposer aussi une petite expérience, pour ceux en tout cas qui ne sont pas concernés par des troubles psychiques. Je vous propose d'aller, ce soir, on est à Montpellier, il y aura plein de monde en terrasse. Je vous propose de passer devant les terrasses, de regarder les gens qui fument, d'aller les voir et de leur dire « Vous ne devriez pas fumer, ce n'est pas bon pour vous ». Ouais, voilà, ça vous fait rire parce que vous n'allez pas le faire. Parce que vous savez qu'on ne fait pas ça. On ne vient pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire de leur vie. C'est leur choix, ça les regarde. S'ils ont envie de fumer des cigarettes, c'est leur problème. Alors pourquoi on se permettrait de le faire finalement avec des personnes concernées par des troubles psychiques ? C'est cette question qu'il faut se poser. On n'a pas ce droit. Et je vais aller plus loin. Dans votre vie, en fait, personne ne s'est permis de le faire. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir de troubles psychiques. J'ai eu la chance, quand j'étais jeune, je voulais être une rockstar. C'est a priori foutu. Encore que j'y crois des fois un petit peu. Peut-être c'est possible sur le tard. Mais en fait, personne ne m'a mis des bâtons dans les roues dans mes rêves. En tout cas, il y a bien sûr des gens qui ont commenté. La famille va toujours avoir un avis sur ce qu'on veut faire, etc. Mais j'ai pu faire mes expériences. Certaines, elles m'ont permis d'aboutir à des choses, d'autres pas. Mais dans tous les cas, ça a été des expériences qui m'ont permis d'apprendre de la vie, de progresser, d'évoluer, tout simplement. Et du coup, surtout, on ne bloque pas ces expériences sous prétexte de bienveillance et de protéger les gens. On ne protège pas les gens, on ne les aide pas à se rétablir en les mettant sous cloche, en les enfermant. Alors, on me dit souvent... Et ça, je l'ai entendu. Alors, si vous saviez, on le fait déjà. On le fait déjà. Si j'avais eu 1 € à chaque fois que j'ai entendu cette phrase, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Je serais sur une plage aux Bahamas, tranquille, parce que j'aurais beaucoup d'argent. Donc, non, on ne le fait pas déjà. En fait, non.
Y a pas... Je vais expliquer quand même pourquoi je dis non. Déjà, il y a un problème avec cette phrase, c'est qu'en fait, c'est la politique de l'autruche. Elle nous empêche de nous remettre en question. Si on dit qu'on fait déjà tout bien, bah, du coup, il n'y a rien à changer. Du coup, ça entraîne de l'inertie. Une inertie, et franchement, les professionnels qui travaillent dans des unités ou des institutions avec beaucoup d'inertie, bah, ils ne sont pas très heureux. Déjà, juste ça. Et finalement, cette phrase, s'il y a de l'inertie, il n'y aura pas de changement, pas d'évolution des pratiques. Alors pourquoi on ne le fait pas déjà? Parce qu'en fait, pour pouvoir le faire, ça demande des changements majeurs. Des changements majeurs dans l'organisation des institutions de soins et d'accompagnement. Ça demande des changements de paradigme, donc ça veut dire de la formation, de l'apprentissage, du temps laissé aux professionnels pour pouvoir s'approprier des nouveaux concepts. Ça demande de changer des habitudes et des postures et d'être accompagné dans ces changements. Ça demande une actualisation des connaissances. Ça demande de mettre en place des nouvelles formes d'accompagnement, la pair-aidance, le case management, etc. Il y en a plein d'autres. Et ça demande de porter moins d'intérêt aux symptômes, plus sur le sens de la vie. Et pourtant, en psychiatrie, on aime les symptômes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors que, étonnamment, quand on regarde toutes les études, on a si peu d'impact sur les symptômes. Alors pourquoi passer tant de temps à s'y intéresser? Alors ce que je tiens à préciser, c'est que je ne suis pas en train de dire « avant c'était moins bien et maintenant on va faire des super trucs et ce sera mieux ». Ce n'est pas du tout mon propos. Ce que je veux dire, c'est que dans l'histoire de l'humanité, en fait, l'homme il a évolué, il y a eu des innovations technologiques, de l'acquisition de connaissances scientifiques, des évolutions culturelles, sociologiques. En fait, l'homme change, l'homme avec un grand H, l'humanité change et évolue. Et nous, en tant que soignants, on ne doit pas rester figé. Surtout, un de mes cauchemars, ce serait d'être dans 5 ans le même soignant que celui que je suis aujourd'hui. Le pire de mes cauchemars, ce serait de finir par vous dire « c'était mieux avant ». Et là, ce jour-là, ça voudrait dire qu'il faudrait que je démissionne. Donc clairement, l'idée, c'est de se dire que non, on ne le fait pas déjà, et ça veut dire qu'on peut se poser des questions de comment on peut évoluer. J'y reviendrai. Alors dans le chemin aussi d'un soignant pour accompagner le rétablissement, ça implique vraiment, ce que j'ai dit un peu plus tôt, de faire ce deuil de « je vais vous soigner »,« je peux vous soigner ». Ça, c'est vraiment un deuil à faire. Et la deuxième chose, c'est d'apprendre à ne pas écouter nos émotions et nos pensées limitantes, aussi bienveillantes qu'elles soient sur la forme. Il y a plein de fois où on a accompagné des personnes, quand on a accompagné des personnes, un jeune à prendre un appart 2 semaines après sa sortie d'hospitalisation, un jeune qui va être une star du rap ou éleveur de loups. Bien sûr que dans notre tête, on se dit « oh là, ça va le mettre mal, il n'y arrivera pas, il va vivre un échec et ça va le faire décompenser ». C'est normal de penser ça, parce qu'on est soucieux de l'autre et qu'on s'inquiète de ce qui pourrait lui arriver. Et c'est une bonne chose d'être soucieux de l'autre. Mais ce n'est pas parce qu'on s'inquiète que ça veut dire qu'il faut suivre ces inquiétudes. Parce que finalement, quand on n'écoute pas ces pensées limitantes, ça nous permet d'aller découvrir que les personnes, elles ont plus de ressources, plus de capacités, qu'elles sont plus courageuses que ce qu'on présume. Et au pire quoi? On va aller dans le mur ensemble, et ce sera super, ce sera une expérience qu'on aura fait ensemble, et on sera là pour continuer à garder le cap, quoi qu'il arrive. Le deuxième problème de nos pensées limitantes et d'écouter nos émotions, c'est le message qu'on renvoie aux gens. Le message qu'on renvoie aux personnes, quand on dit « non, là, il est trop tôt pour toi, ou tu ne vas pas y arriver », peut-être la personne, elle entend « j'ai du souci pour toi », mais elle entend surtout « tu n'es pas capable ». Et là, en termes identitaires, ça va faire que la personne, elle va intérioriser. Elle va intérioriser une idée comme quoi elle n'a pas les ressources, elle est vulnérable, elle est plus faible que les autres. Et si je me considère comme plus faible que les autres, plus vulnérable, plus incapable, la prochaine fois que j'aurai une opportunité, je ne vais pas la saisir parce que mon cerveau est convaincu que je ne vais pas y arriver. Et ça, c'est un fonctionnement humain normal. Si on est convaincu qu'on n'est pas capable de faire un truc, on ne le fait pas. Et c'est logique, un cerveau humain ne consomme pas de l'énergie pour faire quelque chose dont il est persuadé qu'il n'y aura pas de gain. C'est évident. Et ça, on appelle ça des croyances défaitistes. Et plus je ne fais pas, j'ai une nouvelle opportunité, je ne la saisis pas, plus ça vient acter, ça vient
valider cette croyance sur moi, comme quoi je suis incapable de faire les choses. Donc favoriser le rétablissement, c'est ni des groupes, ni des évaluations, ni des résultats, ni des outils. On entend souvent on veut des outils. Ce n'est pas une question d'outils. C'est une question d'une posture, mais une posture pas juste déclarée. C'est un vrai cheminement qu'on doit faire intérieur, de ne plus écouter ses pensées, de ne plus écouter ses propres émotions, d'avoir seulement un intérêt pour ce que la personne souhaite. En fait, tout ce que nous, on pourrait en penser n'a aucun intérêt dans ces accompagnements. Donc, c'est une posture, y croire quoi qu'il arrive. Et quand je dis y croire quoi qu'il arrive, ça ne veut pas dire oui, quelqu'un qui me dit qu'il veut une star du rap, je ne peux pas croire absolument qu'il va devenir une star du rap. Par contre, je peux croire qu'il a une possibilité de rétablissement et que je peux l'accompagner dans les projets qui lui feront du bien et qui sont importants pour lui. Ça, je choisis rationnellement d'y croire à chaque instant. Ce n'est pas quelque chose d'émotionnel. Alors ça m'amène à la deuxième question. À qui appartient le rétablissement? Alors le rétablissement, il n'appartient évidemment qu'aux personnes concernées. Il n'y a pas de débat là-dessus, le chemin il ne peut être que personnel. Et ça ne veut pas dire qu'on déresponsabilise les accompagnants, les professionnels qui sont autour et justement qui n'ont pas leur rôle à jouer. Parce que le rétablissement peut être accompagné. Alors dans un premier temps, et comme Philippine l'a dit, il peut être accompagné, ce rétablissement, par des pairs, qu'ils soient aidants, juste des fois des conseils des pairs, ça fait du bien, après des pairs aidants bénévoles, professionnels, des associations, des gens qui font de la déstigmatisation en ligne, ou tout un grand nombre de personnes concernées qui vont contribuer finalement au rétablissement d'autres personnes concernées. Il y a plein de symposiums et d'ateliers sur la pérédance, les personnes qui y sont en parleront bien mieux que moi. Alors le rôle des professionnels, donc comme j'ai dit, le but c'est pas de les déresponsabiliser. Bien sûr, on peut et doit changer nos postures, mais j'ai vu tellement d'endroits où tout d'un coup, on disait aux équipes « Allez, maintenant, vous allez faire du rétablissement. » Ok, super. On fait comment? On fait quoi? Avec quels moyens? Mais alors, par contre, on va garder la même organisation que jusque-là. Ah bah, du coup, ça va être un peu compliqué. Donc, il y a une responsabilisation des soignants, des professionnels à changer leur posture, mais ça doit être accompagné, ça doit être facilité, et ça doit être facilité par des hiérarchies, par le fonctionnement institutionnel. Si on veut accompagner les gens au plus proche de leur projet, dans une temporalité qui soit la leur, c'est-à-dire souvent assez rapide, et que chaque décision doit être validée par un médecin psychiatre, déjà on n'y est pas. Si on dit qu'il faut accompagner les gens sur leur projet perso, mais à la fois il faut mettre des gens dans les groupes pour faire côté des actes, bah, ça ne marche pas non plus. Donc il y a des changements profonds institutionnels, la responsabilité ne repose pas sur une équipe à laquelle on fait une injonction de devoir changer. Elle repose aussi et beaucoup sur un soutien hiérarchique et vraiment sur un changement institutionnel pour donner les moyens de faire ces changements et les valoriser. Et on va me dire c'est difficile, oui, mais c'est possible. Merci. La deuxième chose où je voulais revenir, et ça apparaissait un peu dans l'intervention d'Aude Fauvel, c'est attention au rétablissement prescrit, celui où on raconterait une belle histoire. Le rétablissement prescrit, c'est ce rétablissement où il y aurait un bon patient, j'utilise le terme patient là volontairement, qui aurait bien fait le bon groupe de psychoéducation, qui aurait bien utilisé ses outils de gestion du stress, qui prendrait bien son traitement, et qui aurait bien fait sa remédiation cognitive, et qui du coup aujourd'hui irait bien. Et tant mieux si quelqu'un qui a fait ça va bien, mais c'est un parcours de rétablissement aussi unique et singulier que peut l'être tout un tas d'autres parcours, dès lors que ça permet à la personne de faire des expériences de vie et d'avancer dans son cheminement, donc de découvrir qui elle est et découvrir ce qui peut l'aider aussi à vivre une vie qui ait plus de sens. Donc, je rappelle, et ça, c'est pas facile, quand on a des gros schémas d'abnégation de soignants, et on a envie d'aider les gens, et on a tendance des fois à valoriser des choix. C'est-à-dire dire, ah là, vous faites une bonne décision. C'est une bonne chose de venir participer au groupe, ça vous fera du bien. On conseille, on propose. On rappelle que tout ça, ça a été étudié, et on appelle ça des impasses relationnelles aussi. En tout cas, c'est Gordon, et c'est beaucoup dans l'entretien motivationnel qu'il reparle d'impasses relationnelles.
Et c'est autant des impasses relationnelles que la coercition, le jugement, la critique, l'interprétation ou la moralisation. Donc attention à nos réflexes, ce qu'on appelle les réflexes correcteurs, qui peuvent un petit peu nous pousser les usagers, les personnes concernées, vers un rétablissement qui nous paraît être celui qui est le bon rétablissement. La société a-t-elle un rôle à jouer? Bah oui, le rétablissement, il est certes personnel, mais alors, allez vous rétablir. Philippine en a parlé des facteurs qui sont plutôt défavorisants. Vous rétablir quand vous n'avez pas de logement, que vous n'avez pas de ressources financières, que vous n'avez pas de soutien familial et que vous vivez du racisme, bah franchement, le parcours, il devient sacrément compliqué. Donc, la société, elle doit faciliter l'accès au logement, à l'emploi, à l'éducation, participer à la lutte contre la précarité, à la lutte contre la stigmatisation. Et il y a des choses très positives qui se passent. On voit des stars qui se dévoilent, on voit des festivals de santé mentale, ça c'est assez récent. On voit des très bonnes informations qui sont diffusées sur Internet et les réseaux sociaux, des choses de qualité, des ressources aussi pour s'auto-aider, des témoignages qui sont super. Il y a plein de ressources très bien. Et de la balance de l'autre côté, on a des unes de journaux qui sont extrêmement stigmatisantes. On a de la désinformation massive et des commentaires sur les réseaux sociaux largement haineux envers les troubles psy. Avec cette idée, il n'y a qu'à se mettre un coup de pied au cul, quand on veut, on peut, et j'en passe, ça reste encore limite les plus sympas. Donc, est-ce que la société veut faire une place au rétablissement? Eh bien, c'est dans notre société d'aujourd'hui qui est assez clivée sur pas mal de sujets. C'est compliqué. D'un côté, oui, de l'autre, non. Comment faire pour trouver un compromis, quelque chose qui permettrait que tout le monde ait les mêmes chances, en tout cas d'essayer de tendre à ce que tout le monde ait les mêmes chances. Je ne pense pas que ce sera un jour possible, mais en tout cas de réduire les inégalités. C'est là où la société peut avoir son rôle. Société, ça peut être au niveau des lois, au niveau de l'État, mais ça peut être au niveau des initiatives associatives, individuelles, etc. Le fait aussi que le parcours de rétablissement, on dit, il appartient à chaque personne, ça pourrait donner l'idée que à la personne de se rétablir, c'est son problème. Sauf que si on est amené à faire un parcours de rétablissement, c'est peut-être que dans sa vie aussi, il y a eu des causes structurelles à la société liées à la détresse et qu'on a vécu des choses qu'on n'aurait pas dû vivre. Les violences sexuelles et conjugales, la maltraitance, le harcèlement, la précarité, le racisme, l'homophobie, l'urgence climatique, la solitude, et j'ai mis 3 petits points parce que je pourrais continuer pendant 10 minutes comme ça. Donc, ça, si on arrive à avoir une société plus apaisée, plus respectueuse de l'individualité de chacun, logiquement, il y aura moins de gens qui auront à faire un parcours de rétablissement ou les parcours de rétablissement en seront facilités, très clairement, puisqu'on voit que tous ces facteurs impactent fortement la santé mentale de chacun d'entre nous. Enfin, la famille, un partenaire qu'on oublie, qui a souvent été oublié, en fait, et qui maintenant a un peu plus de poids. On sait que la famille, elle peut avoir un grand rôle, ça peut être un gros facteur de rétablissement. Si elle le souhaite et si elle le peut, la famille n'est pas professionnelle de santé, elle n'a pas choisi qu'un trouble arrive en son sein. C'est pas toujours facile de gérer l'arrivée d'un trouble, autant pour la personne concernée que pour sa famille. Ça fait souvent beaucoup de mal à l'ensemble des membres de la famille. Donc, ces familles qui souvent ont été, en psychiatrie adulte en tout cas, rejetées, voire stigmatisées en étant soupçonnées d'être la cause des problématiques. On disait souvent aux familles, on ne va pas vous recevoir, on ne vous donnera pas d'infos. Toutes les études montrent aujourd'hui que ça ne marche pas de faire comme ça, que c'est plutôt le contraire qui fonctionne bien. Donc les familles, elles peuvent avoir besoin d'aide pour accompagner à leur tour le rétablissement de leurs proches. Et peut-être qu'il faut aujourd'hui pouvoir aider les familles à aider leurs proches. Il y a plein d'initiatives possibles, que ce soit des espaces pour elles, des accompagnements, la psychoéducation, bref, il existe plein de choses qui sont possibles dès lors que la famille souhaite quelque chose et selon ce qu'elle souhaite. Alors, je vais finir comme ça, j'avais décidé d'être super positif aujourd'hui. Du coup, mais je le suis en fait positif, mais je vais conclure avec ça. C'est vrai qu'une fois, je donnais une formation, et il y a une interne en psychiatrie qui m'a dit « Non mais quand même, c'est déjà assez bien ce qu'on fait. » Eh ben non. Voilà,
je ne le dis pas comme un jugement. Je ne le dis pas, je suis moi-même soignant en psychiatrie, hein, c'est ni un jugement, c'est ni quelque chose que certains doivent recevoir comme une critique. J'énonce, c'est un fait. Non, on ne fait pas assez bien. Et je pense que ça, c'est important parce que ça nous permet de nous questionner. À nouveau, si je me dis, en fait, j'ai assez bien, je me pose dans mon fauteuil et on continue comme ça. Alors, je pense que ce qui est sain, c'est de se questionner chaque jour parce que dans des métiers où c'est la relation humaine qui est au cœur, on ne peut pas avoir des protocoles tout faits et dire que c'est assez bien. La société évolue tout le temps et il faut sans arrêt se poser les questions de où on en est de nos pratiques. On peut vite prendre des mauvaises habitudes, on peut vite se laisser dépasser. Voilà, et du coup, se critiquer, c'est sain. Se questionner sur savoir ce qu'on peut faire, comment on peut changer, comment on peut évoluer. Ça ne veut pas dire que ce qui était fait avant était mauvais et ce qui est fait maintenant sera mieux. C'est juste une réflexion de comment on évolue. C'est ça qui me paraît vraiment important et justement de ne pas rentrer dans une notion de rupture, mais plutôt de comment on fait avancer les choses avec ce qui a été fait avant, ce qui a été réfléchi auparavant et comment aujourd'hui on adapte tout ça et on apporte des nouvelles choses, on en récupère des anciennes pour faire des choses qui ont du sens pour les personnes. Le but de ça, c'est de créer une psychiatrie qui soit plus humaine, plus flexible et plus ajustée aux besoins des personnes. Donc en fait, se dire qu'on ne fait pas assez bien, c'est une opportunité pour aller en direction d'une évolution de nos pratiques. Ce ne sera jamais assez bien, mais on peut certainement faire mieux. Donc je vais finir par ça. Le rétablissement, ce n'est pas un privilège, ce n'est pas une stratégie de soins, c'est un droit. Alors aujourd'hui, on devrait faire en sorte que ce soit une réalité pour toutes et tous. Et allons-y, nous sommes là pour nous réunir et réfléchissons à comment on peut y remédier rapidement, de préférence. Merci à tous.